propose maintenant d'accueillir Pietro Barbieri et Joséphine Demey, qui sont donc Joséphine, enseignante à l'école dans l'URM de Villeneuve-Nornon sur les scénarios de transition à l'échelle du territoire, et Pietro, maître de conférence en agronomie, qui travaille avec Joséphine sur l'agriculture bio et l'approche de modélisation. Voilà, je vous laisse présenter vos travaux et ces différentes approches, et puis après on pourra ouvrir une session de questions. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, aussi de notre côté. Qu'est-ce qu'on souhaite? Donc, Nicolas nous a déjà présenté et introduit un peu à cette démarche de scénarisation. Et on souhaitait, avec Joséphine, vous définir un peu plus spécifiquement qu'est-ce qu'on entend par scénario quand on parle de prospective, et aussi vous proposer une méthode de classification et de lecture des différents scénarios qu'on retrouve en fait dans la littérature. Alors, je pars un peu loin. Donc, ces méthodes de prospective et de scénarisation est nées en fait à l'interne d'un contexte qui est la planification stratégique et qui est une méthode qui permet d'orienter et de repositionner les efforts d'une société vers une certaine vision commune pour les futurs. Et en fait, historiquement, cette planification est reposée plutôt sur des méthodes par prévision qui permettaient d'évaluer l'avenir, mais à partir plutôt des extrapolations des données statistiques passées et projetées dans les futurs. Et en fait, dans les années plutôt 80-90, il y a la planification par prospective qui apparaît, qui est du coup prendre un peu la place ou se rajoute, disons, à cette méthode par prévision, qui permet du coup de concevoir des objectifs plutôt à long terme, en assumant que les futurs restent indécis et incertains. Et du coup, on retrouve un certain nombre d'outils, dont bien évidemment cette méthode par scénario, par scénarisation derrière. Alors, qu'est-ce que c'est un scénario, du coup? Donc, on peut définir un scénario comme une représentation spécifique du futur qui va permettre d'alimenter un certain nombre de réflexions sur les conséquences qui sont possibles lors des différents événements et du coup de faciliter la prise de décision derrière, par exemple, des politiques publiques ou d'autres situations. Alors, cela génère bien évidemment tout un panel de situations, parce que ces scénarios peuvent avoir une multitude d'objectifs divers possibles. Ils peuvent aussi concerner des stratégies très diverses, des parcours de transformation, et aussi un certain nombre de dimensions de durabilité, par exemple environnementales, mais aussi économiques, sociales, etc., qui peuvent être ou pas considérées par ces scénarios. Et comme on le voit sur la figure de droite, on peut aussi aller explorer différents degrés de spéculation ou de désirabilité de ces scénarios, entre la prédiction, la projection, l'exploration, la spéculation, etc. Donc des différents niveaux d'exploration. Donc en résumé, une grande variété des possibilités. Et d'ailleurs, je porte votre attention au fait que la prospective, comme je disais avant, concerne bien ces exercices plutôt des projections d'exploration et pas vraiment des prédictions de futur sur la donnée passée. Et du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est une classification, donc comme un outil pour comprendre la nature et les objectifs des différents scénarios qu'on peut lire dans la littérature. Juste deux petits termes de définition. Donc, dans les scénarios, on va retrouver souvent le terme variable qui apparaît. Donc, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, une variable, on définit ça comme une composante du système. Donc, ça peut être la surface en prairie permanente, les rendements, le nombre, les effectifs animaux. Et donc, chacun des scénarios pour chacun des scénarios, il va y avoir différentes variables, et ces variables vont prendre des valeurs différentes en fonction des scénarios. Et les scénarios quantitatifs, pour certains d'entre eux, ils sont basés sur des modèles. Donc un modèle, c'est juste une représentation simplifiée de la réalité et qui permet de se projeter dans un monde différent de celui d'aujourd'hui. Ok, du coup, comment on peut classifier ces scénarios? Alors, j'ai parlé des prévisions tout à l'heure. Donc, première possibilité, c'est d'avoir une typologie d'analyse par prévision, du coup, plutôt par données passées. Donc, là, on n'est pas tout à fait dans la prospective encore. On est plutôt dans des scénarios prédictifs et que, du coup, comme je disais, c'est des scénarios qui n'analysent pas vraiment des transitions, mais plutôt des conséquences futures des tendances actuelles. Quand on parle de perspective, donc plus spécifiquement, on peut déjà faire la distinction des deux cas, des scénarios plutôt qualitatifs en bas et plutôt quantitatifs en haut. Et pour chacun de ces deux approches, déjà, on peut identifier
deux typologies de scénarios qu'on appelle normatifs ou des scénarios exploratoires. Alors, qu'est-ce que c'est la grosse différence? En gros, les scénarios normatifs, c'est des scénarios qui vont donner à voir un certain futur dont les points d'arrivée est défini par les scénarios et vont expliquer, ou donner des billes de lecture sur les conditions nécessaires des changements pour y arriver. Au contraire, les scénarios exploratoires vont donner une ou un certain panel des futurs possibles, mais dont les points d'arrivée n'est pas nécessairement prédéfinis par la trajectoire du scénario et dont les points d'arrivée est défini par les hypothèses qu'on a fait au sein des scénarios des changements. Donc ça peut s'appliquer à des scénarios quantitatifs et qualitatifs, mais les scénarios qualitatifs sont, à différence des quantitatifs, sont plus couramment utilisés pour permettre de la discussion entre les acteurs concernant différentes narratives envisagées. Et aussi, c'est dans les scénarios qualitatifs où on retrouve plutôt des explicitations, donc où les processus de transition sont souvent explicités et la vision politique aussi derrière les scénarios est souvent explicitée, chose qui est un peu moins fait dans les scénarios de type quantitatif. Si on s'intéresse aux scénarios prospectifs quantitatifs, donc Pietro a dit qu'on avait les scénarios, les prospectives normatives et les prospectives exploratoires, et au sein de chacune de ces catégories, on peut distinguer à nouveau deux catégories différentes. Donc, dans les scénarios prospectifs normatifs, on va avoir les scénarios de type A. Donc, comme on a dit, ces scénarios-là, ils fixent le point d'arrivée, donc on sait où on arrive. On part de la situation actuelle qui est la croix grise, et donc les scénarios type A, ils vont définir une trajectoire donnée et qui vont évaluer selon différents critères d'évaluation. Les scénarios normatifs de type B, ils fixent aussi le point d'arrivée, mais ils vont tester différentes façons, différentes trajectoires possibles pour arriver à ce point donné. En ce qui concerne les scénarios exploratoires, c'est le point de départ qui est défini, donc en général c'est la situation actuelle. Et donc on va avoir les scénarios de type C qui, eux, vont s'intéresser au changement d'une seule variable dans l'état actuel des choses. Donc on verra des exemples après, mais ils s'intéressent à une variable, ils font varier les valeurs prises par cette variable, ce qui donne des trajectoires de futur possibles en lien avec cette unique variable. Alors que les scénarios exploratoires de type D, ils ne font pas changer une variable, mais ils font changer plusieurs variables ou plusieurs composantes des systèmes agricoles et alimentaires actuels. Ok, donc on va vous donner un exemple pour chacune de ces catégories. On va reprendre la catégorie A, donc au scénario normatif, comme Joséphine disait, il y a un seul variable qui change, comme vous voyez dans la figure en bas. Donc plusieurs variables qui ont un seul valeur, donc un seul trajectoire au scénario qui est testé, donc un seul scénario S100. Donc un exemple typique, c'est par exemple, ici on a pris l'exemple d'un, qu'est-ce qu'on appelle les scénarios TIFA ou en Europe agroécologie en 2050, un scénario qui était sorti il y a quelques années, qui visait à démontrer la faisabilité d'une Europe agroécologique en 2050 et à identifier les changements nécessaires pour y arriver. Alors il y a un scénario qui est testé avec un certain nombre de variables. Je n'ai sélectionné 3 ici à titre d'exemple, par exemple le niveau des entrants, 0 entrants de synthèse, des réductions, variable B, des effectifs à niveau et changement des surfaces des prairies. Voilà, donc c'est à titre d'exemple les valeurs qui sont choisies par un certain nombre de variables et qui vont résulter dans certains exercices des résultats des scénarisations. Deuxième catégorie, c'est les scénarios normatifs de type B. Donc, on a dit plusieurs, un objectif, un point d'arrivée fixé, mais qu'on peut atteindre via différentes trajectoires. Donc, ici, vous avez plusieurs variables, par exemple 2 variables A et B, dont il y a plusieurs valeurs selon les scénarios, la trajectoire qu'on projette. Et du coup, c'est les croisements de chacune de ces variables qui va générer un scénario différent. En fait, on a déjà vu un exemple, parce que c'est l'étude on a choisi les mêmes études qu'a présenté Nicolas tout à l'heure. Donc, comme vous savez, maintenant, on avait essayé d'explorer les options possibles pour l'expansion de la bio à l'échelle mondiale. Donc, les points d'arrivée, c'était en agriculture biologique majoritaire au niveau global. Et on avait testé tout en combinaison des variables qui Nicolas a déjà partiellement mentionné, donc la part de la SAU convertie à la bio, l'utilisation des effluents conventionnels, les régimes alimentaires, les gaspillages, etc. Et du coup, on retrouve cette forme des résultats sous forme de matrices. On va croiser tous les variables entre eux. Et chacune des cases donc, colorées représente finalement une combinaison possible et du coup un scénario possible vers cette même trajectoire.
Ensuite, donc pour les scénarios exploratoires, donc là, je vais présenter un exemple pour le scénario exploratoire de type C qui consiste à choisir une variable d'intérêt, c'est la variable A, et pour cette variable, on teste différentes valeurs. Et chaque choix, ça donne un scénario donné. Donc l'exemple qu'on a pris ici, c'est le travail de Roos et al. De 2016, qui est parti, donc c'est un travail à l'échelle de la Suède, donc qui part du point de départ, le point de départ, c'est une disponibilité donnée en ressources non valorisables par les humains, c'est-à-dire en fourrage et en coproduits de l'industrie agroalimentaire. Et la variable qui est prise ici et qui est testée dans cette étude, c'est quel type d'élevage de ruminants. Donc quel type d'élevage, ça signifie quelle race on met, est-ce qu'on met plutôt des races laitières, des races à viande, et comment on nourrit ces animaux, c'est quoi leur ration alimentaire. Et donc il y a 3 choix qui sont faits. Donc soit ils partent sur une valorisation de cette ressource initiale par un élevage laitier intensif, par un élevage laitier extensif ou par un élevage allaitant. Et donc chacun de ces choix, ça crée un scénario donné qui est ensuite évalué. Et donc dernier type de scénario, donc c'est exploratoire de type D. Donc là, on s'intéresse non pas à une variable, mais à plusieurs variables. Et chaque scénario est constitué d'une combinaison de valeurs pour chacune de ces variables. Donc l'exemple qu'on a pris ici, c'est le travail de Solagro, donc After 2050, qui sera présenté dans la matinée. Donc qui part de la situation actuelle, donc les systèmes alimentaires en 2010, et qui projette 3 scénarios différents à l'horizon 2050. Et chacun de ces scénarios, ça représente une combinaison de choix qui sont faits en termes de surface, en termes de régime alimentaire, etc. Et qui donc donnent à voir des futurs possibles différents. Ok, pour conclure, on vous propose aussi de regarder quelques points de limite et points d'attention quand on analyse ces scénarios de prospective quantitative. Alors, 3 manques ou 3 limites principales. La première chose, j'ai parlé tout à l'heure d'une possibilité d'explorer un nombre varié de dimensions de durabilité. Alors, quand on regarde les scénarios dans la littérature, on s'aperçoit qu'il y a une majorité des scénarios qui se concentrent sur la dimension environnementale, les changements d'utilisation des sols, les climats, l'azote, etc. Il y a un certain nombre d'entre eux qui s'intéressent aussi à la dimension socio-économique, mais globalement avec des variables d'intérêt, un nombre de variables d'intérêt assez réduit. C'est souvent les profits, les salaires ou les commerces internationaux qui sont regardés. Il y a très peu de scénarios qui s'intéressent à la dimension sociale, à la durabilité sociale, qui est presque très peu prise en compte. Donc un manque par rapport à les nombre de dimensions de durabilité explorées. Le second point d'attention, c'est, Nicolas en a un peu parlé avant, c'est concernant l'échelle spatiale. En fait, on avoue qu'on a des scénarios qui s'adressent à des échelles spatiales aussi variées, les territoires, la nation, les mondes, voire la ferme, mais il y a très peu de scénarios qui s'intéressent ou qui proposent des approches multi-échelles. Alors ça, c'est dû à plusieurs difficultés de scénarisation, et entre eux, en difficulté, c'est que les acteurs qui concernent différentes échelles ne sont souvent pas les mêmes, et du coup, les types la typologie des scénarios qui est choisie n'est pas nécessairement la même. Par exemple, les scénarios à l'échelle globale sont souvent menés par des chercheurs. Les scénarios à l'échelle territoriale sont souvent menés par des acteurs, ou en tout cas, ils englobent des acteurs du territoire. Et la troisième limite ou point d'attention, c'est la diversité des systèmes de production étudiés. C'est globalement, aujourd'hui, on a des modèles qui ne sont pas très capables de considérer une variété large des systèmes, des approches des systèmes étudiés. Et en conséquence, les scénarios qu'on retrouve dans la littérature, ils se focalisent globalement sur un système de production, par exemple l'agriculture biologique, ou sur des données moyennes, mais il y a peu de scénarios qui mélangent des solutions ou des systèmes agricoles différents. Et les derniers points d'attention qu'on souhaite soulever, c'est, ça c'est important pour la lecture des scénarios, c'est en fait, il faut bien garder en tête que ces typologies ou les résultats de ces exercices de modélisation, ils découlent d'un certain nombre de choix à la fois explicites, la disponibilité des données, les choix sur une certaine hypothèse, sur une certaine vision, mais aussi un certain nombre de choix, disons, implicites. Et on met là-dedans, par exemple, tous les systèmes de valeurs des acteurs impliqués, donc la vision de la société ou la vision du monde que les acteurs ont et qui projettent de façon implicite dans certaines narratives, dans certains scénarios. Donc, on voit bien sous les schémas ici, donc tout un tas des objectifs et des systèmes de valeurs, des références différentes implicites qui vont du coup jouer sur la définition et le choix de la typologie du scénario qui est assumé par
par les acteurs à la base de l'exercice de scénarisation et du coup qui va impacter les résultats. Alors 2 exemples à ces titres. Un premier exemple sur l'impact de ces systèmes de valeurs sur les nombres ou sur l'influence sur les sujets traités. Donc, par exemple, on s'aperçoit dans la littérature que les acteurs qui proposent plutôt des solutions technologiques aux problématiques de la société, ils s'adressent souvent au sujet du changement climatique, mais très peu au sujet, par exemple, des biodiversités ou des santé. Or, les groupes d'acteurs qui ont formulé des scénarios plutôt basés sur des innovations systémiques multifonctionnelles, c'est là qu'on a un panel des sujets traités plus large, en fait. Et le deuxième exemple, c'est à voir avec ces différentes visions du monde, du système des valeurs que j'ai mentionné avant. J'ai pris l'exemple des scénarios de l'ADEME, qui ont tous la vocation de simuler un monde avec une réduction donc un monde bas carbone en gros, mais qu'on voyait par les titres ici avec des trajectoires complètement différentes et qui du coup surlignent ces différences des systèmes des valeurs qu'on peut mettre derrière la construction d'un certain scénario, dans certaines trajectoires qui portent du coup à des narratives très contrastées. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que du coup dans les cadres des scénarios qui impliquent l'AB qui vont être présentés dans les cours de la matinée, c'est je pense très important de prendre en compte, de comprendre aussi les positionnements des acteurs pour pouvoir interpréter les trajectoires proposées et du coup les résultats des différents scénarios. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux, c'était très clair, c'est passionnant. Si un jour vous arrêtez la recherche, on pourra vous recruter peut-être pour faire de la fiction et des séries sur Netflix. Je vais inviter Nicolas à nous rejoindre ici. Vous pouvez peut-être vous asseoir si vous voulez ou rester debout comme vous préférez. J'ai pas de... Mais l'idée, c'est qu'on puisse avoir un petit moment d'échange de 10 à 15 minutes. Je suis sûre que vous ne manquez pas de questions. Mais si la première question a du mal à arriver, moi j'en ai plein. J'ai noté plein de choses, mais je préfère vous laisser la parole. C'est quand même votre journée. Voilà, il y a une main qui se lève. N'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole. Merci. Bonjour. Bonjour, Amaury Felgerol. Je travaille sur un projet de recherche sur l'agriculture bio en Occitanie. Et j'ai une question pour vous, Nicolas Guilpart. Vous avez étudié la disponibilité de l'azote dans les systèmes bio et notamment avec des scénarios jusqu'à 100% bio. Mais est-ce que vous avez étudié la possibilité de la disponibilité, de changement de la disponibilité de l'azote synthétique dans les systèmes conventionnels liés géopolitiquement ou de même de disponibilité des ressources en tant que ressources fossiles, donc finies ou voilà, de changement de ces politiques? Ah oui, c'est la question de la disponibilité des engrais de synthèse azotés dans le futur. Oui, c'est ça. Alors non, on n'a pas regardé ça. Bon, après, Pietro pourra compléter, mais je connais assez peu de travaux qui ont vraiment regardé ça. Donc non, il y en a quelques-uns. On a des idées de comment les systèmes réagissent à un manque d'azote. Donc je pense qu'on pourrait traiter cette question-là. Mais dans des scénarios qui seraient liés, par exemple, à un futur où l'énergie serait moins disponible pour un certain nombre de raisons, j'en connais peu et je ne les ai pas en tête. Non, pareil, je n'ai pas de scénarios en tête qui ont exploré cette question dans le monde conventionnel. Effectivement, c'est un exercice qu'on pourrait imaginer de faire. Voilà, cela dit, je pense que les solutions agronomiques après derrière en coupe donc en baisse en tout cas d'utilisation des engrais de synthèse dans un monde conventionnel ou bio, d'un point de vue purement agronomique, ne sont pas très loin, quoi. On ne s'écarte pas trop, quoi. Joséphine. Juste peut-être Sou, il aura si jamais des idées là-dessus, mais juste pour dire que je partage cette réflexion et que je me suis aussi fait la réflexion que souvent on projette des scénarios 100% bio, on va dire des scénarios en rupture, et on va les évaluer assez finement, évaluer leurs conséquences, leurs limites, etc. Mais on fait beaucoup moins de projeter la situation actuelle dans le futur et d'identifier aussi ses limites vis-à-vis de ses dépendances à plein d'éléments, et ça manque un peu effectivement. Bon, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Monsieur. Marc Fermot, INRAE Bordeaux. Moi, j'ai une question sur la thématique de l'augmentation des surfaces en bio au niveau mondial. Et la question, c'est d'abord, quelles sont les variétés de modes d'AB dans le monde, c'est-à-dire qu'est-ce que ça regroupe au niveau de diversité de ce qu'on appelle l'AB dans les différents pays dans le monde. Et autrement dit, la question, c'est dans ces cas-là, est-ce qu'on extrapole notre modèle d'AB européen à des échelles mondiales, et donc est-ce qu'il n'y a pas des hypothèses implicites derrière cette extrapolation? Moi, je peux compléter la question. J'avais une question liée à ça aussi, sur l'augmentation des surfaces, aussi sur la disponibilité des sols au regard de l'artificialisation d'un côté et de la qualité des sols qui évolue également. Mais bon, moi, je me permets juste d'abord, votre question, c'est sur les nuances dans l'approche, dans les critères d'agriculture biologique, si je comprends bien. Alors, c'est une très bonne question, parce que quand on fait des méta-analyses, effectivement, on est appuyé sur les données dont on dispose, qui sont des expérimentations. C'est quand même la méta-analyse en bio là, que j'ai présentée, c'est des stations expérimentales. Donc, on n'est pas tout à fait non plus dans les conditions agricoles des agriculteurs. Et quand on prend le résultat moyen, alors après, selon les travaux, ça peut être modulé de manière plus ou moins fine. C'est-à-dire, on peut appliquer une réduction de rendement moyenne ou une réduction de rendement par culture, éventuellement par région du monde aussi, quand on a suffisamment de données par région du monde, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans la carte que j'avais présentée, on en avait très peu en Afrique, par exemple. Donc, il y a quand même, dans une certaine mesure, un modèle qui est transposé. Et je pense que c'est une limite, il faut faire attention à ça. Et c'est une manière très simpliste de décrire, c'est-à-dire c'est comme à l'intérieur de l'agriculture bio, il y a une très très grande diversité, comme au sein de l'agriculture conventionnelle. Donc on a un peu du mal à tenir compte de à la fois de cette diversité-là et des marges de progrès qu'on pourrait avoir en bio aussi, de la façon dont ça pourrait évoluer. Donc voilà, après, je ne sais pas comment vous aviez tenu compte de ça exactement dans le... Oui, non, j'ai rejoint la réponse de Nicolas. En fait, ça dépend pas de la variable et des types de données qu'on a à disposition. C'est un peu variable, mais globalement, effectivement, surtout par rapport à la bio, on a des données disponibles qui sont très centrées sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Et du coup, effectivement, on essaie de faire des hypothèses sur le reste du monde, mais ça, c'est souvent assez compliqué. C'est qu'il fait si que globalement, on applique des tendances nord-européennes ou américaines, en fait, un peu tous les globes, ce qui est effectivement questionnable. Donc, c'est vrai pour l'utilisation du sol, mais c'est vrai aussi pour d'autres variables. Voilà, donc dans ces côtés-là, je pense que les gros manques qu'on a aujourd'hui, c'est la donnée qu'on a à disposition, en fait, qui vient des situations différentes et qui pourrait permettre de paramétrer un panel des situations plus variées. Mais là, je pense qu'elle est vraie en bio comme en conventionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, là-haut. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. Ouais. Benoît Leroux, INRAE Bordeaux, aussi Université de Poitiers. C'était une question qui allait dans le même sens, vous l'avez un peu grillé, mais à savoir, il y a plusieurs scénarios qui ont déjà été établis. Je pense à un rapport de la FAO autour des années 2000 qui indiquait que l'agriculture biologique pouvait répondre en tant que mode de production aux enjeux alimentaires mondiaux. Donc je suis surpris un peu de votre conclusion, Nicolas Guilpart, par rapport à votre scénario, mais peut-être que ça rejoint un peu la question, quels indicateurs, quelles variables on prend en ligne de compte. Mais à mon avis, les modèles de production tels qu'ils sont développés dans les pays du Sud, où il y a beaucoup plus de liens entre consommation et lieu de production, etc., permettraient aussi de faire des scénarios beaucoup plus allant validant le fait que le développement de la bio puisse répondre aux enjeux agroalimentaires à l'avenir. Bon, autrement dit, est-ce que, alors du coup la question je la change, mais est-ce qu'il y a eu un travail qui consistait à synthétiser tous ces différents prospectives, ces plusieurs scénarios? Qu'est-ce qui ressort finalement? Est-ce que c'est plutôt négatif, c'est-à-dire est-ce que ça va vers ce que vous disiez, Nicolas, ou est-ce qu'il y a globalement, quand on compile ces différents
scénario ou prospective, on a quelque chose de plus encourageant. Merci, effectivement, c'est une question importante. Je pense que vous trouverez la réponse exactement dans l'intervention, dans l'exposé qui va suivre la session des questions, parce que Noélie va vous présenter un sort de résumé des panels des scénarios bio qu'on retrouve dans la littérature. Voilà, cela dit, je reviens juste très brièvement au premier point que vous soulignez, à cette surprise en fait, de ces scénarios. La grosse différence des scénarios un peu plus récents par rapport, par exemple, aux scénarios FAO, c'est que c'est assez récemment on a projeté des scénarios où on considère de façon explicite la réponse des cultures à la fertilité des sols, chose qui n'était pas faite avant, ou à la disponibilité des ressources fertilisantes en tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a un peu des différences entre certains donnent des projections du passé et les projections un peu plus récentes, pas tous. Mais je pense que vous aurez plus d'éléments par la suite. Oui, en effet, l'intervention d'après. Je profite pour dire que Benoît est sociologue et vous avez dit que les approches sociales n'étaient pas très considérées. On aura l'occasion d'y revenir cet après-midi aussi. La journée est très bien conçue, tout va bien s'enchaîner. Est-ce qu'il y avait une autre question là-haut, je crois? Je ne sais pas si j'ai vu. Oui. Oui, bonjour, Yann Montmartin, de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Je voulais savoir si dans les scénarios, vous intégriez le volet sanitaire, maladies ravageurs, que je n'ai pas vu apparaître et qui est un point important. Merci. C'est une très très bonne question. Alors, un petit peu, mais de manière pas directe. Par exemple, pour le bio, quand on fait les méta-analyses et qu'on compare bio conventionnel, il y a une part de l'écart de rendement qui va être lié au bioagresseur. Alors, quand on regarde, on pense quand même que ce n'est pas la part la plus importante, l'azote explique plus, mais il y a quand même une part qui est prise en compte dedans. Mais voilà, on a un peu du mal à faire la part des choses. Et alors, en plus, on a beaucoup de mal. Il y a une grosse question sur le changement d'échelle que je n'ai pas évoqué, mais si jamais on imagine un déploiement de la bio à très large échelle, ça veut dire que les cultures, alors dans les rotations, les cultures ne sont pas les mêmes, donc on va avoir un assolement aussi à l'échelle du paysage qui va être différent, les pratiques sont différentes, il y aura plus de pesticides de synthèse, donc quel va être l'impact de ces changements-là à l'échelle du paysage sur les bioagresseurs, les populations, les communautés de bioagresseurs et les communautés de leurs ennemis naturels? Là, en fait, on ne sait pas très bien répondre. Donc, voilà. Et en plus, il y a le changement climatique qui va bouleverser ça. Donc là, en fait, on ne sait pas. Mais ça reste une question de recherche. Vous vouliez ajouter quelque chose, non? Je me disais, dans vos modèles, vous dites aussi qu'il y a plus de biodiversité, qu'il y a une hausse. Donc, il me semble qu'on utilise aussi des insectes qui vont en prédater d'autres. Je sais pas si, en effet, c'est compliqué à prendre en compte. Je ne sais pas, c'est une question bête, mais je me posais la question. Alors, c'est compliqué aussi. Il y a plus de biodiversité. Alors, quand on regarde, il y a surtout beaucoup plus d'adventices qui sont considérés comme dans de la biodiversité. Il y a plus de plantes. Là, au niveau des plantes, c'est plus diversifié. Ce qui peut poser des problèmes ou non, selon la situation. Donc, les différents groupes d'organismes ne réagissent pas pareil. Et alors, on a quand même de l'évidence qui montre que a priori, le passé en bio, c'est plutôt favorable pour les communautés d'ennemis naturels. Donc ça devrait participer quand même à améliorer la régulation des bioagresseurs, mais avec quand même certains points d'ombre qui restent et qui sont en cours d'étude. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, au fond, il y a une main qui se lève tout en haut. Bonjour, Luc Val, que je suis agriculteur en Limousin. Alors j'avais 2 questions, remarques. On parle de baisse de rendement de 20%, donc j'ai bien compris à grande échelle et ça reste des moyennes. Mais alors qu'est-ce qu'on fait du problème de l'écart type? Parce qu'au niveau des producteurs, on ne peut pas partir sur des moyennes. Nous, il faudrait que le chiffre, il faudrait que l'écart type soit minime et pour rendre la chose acceptable. Et puis la deuxième question, remarque, c'est un petit peu... je trouve que c'est un petit peu coquin d'utiliser le fumier conventionnel pour permettre une augmentation de la surface en agriculture biologique. Je voulais savoir si vous étiez conscient de la coquinerie.
Et derrière, se pose aussi la question de l'élevage, où est-ce qu'on nous demande tout le temps de baisser les productions animales. Du coup, ça va baisser aussi la disponibilité en azote. En même temps, alors est-ce qu'il y a un dilemme? Il va falloir faire un choix entre l'azote et le carbone. Voilà, enfin moi, dans la tête, c'est pas toujours très clair. Et Luc intervient avec nous cet après-midi sur les déterminants. Alors, oui, c'est des très très bonnes questions. Alors, d'abord pour la baisse de rendement. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, les résultats qui sont présentés, donc c'est vraiment une moyenne générale, en fait, qui n'a pas vraiment de sens pour un agriculteur dans sa situation précise. Et on sait bien qu'il y a selon les cultures, selon le climat, selon le type de sol, enfin selon plein de facteurs, en fait, cette baisse de rendement, elle peut être plus forte, voire ne pas exister. Enfin, en fait, il y a une très très grande variabilité. Donc je pense c'est pas du tout des résultats qui sont fait dans l'objectif d'être utile aux agriculteurs, en fait. Et ils sont plutôt utiles là pour discuter de scénarios d'expansion à très large échelle. Alors ça donne quand même des références, mais je pense qu'on est loin de pouvoir s'en saisir pour discuter d'une situation dans toute sa singularité pour un agriculteur. Et là, je suis tout à fait d'accord, il faut aller bien plus loin, enfin, ou d'autres approches en tout cas. Et puis sur... Oui, sur les deux questions d'élevage, alors effectivement, une baisse de l'élevage peut porter à une baisse des disponibilités en fumier, en matière fertilisante. Or, les petits points d'attention, c'est que les animaux ne génèrent pas de l'azote, ils ne sont pas des générateurs d'azote, ils recyclent par contre effectivement de l'azote des proveniences de certaines ressources, notamment des prairies, vers les cultures. Et donc c'est là où le rôle de l'animal, surtout en bio, est essentiel. Et effectivement, je vous rejoins, les animaux ont quand même un rôle principal dans la gestion de la fertilité en bio, et on voit bien que les scénarios d'optimum n'est pas à zéro. En tout cas, il se pose des questions si on baisse trop drastiquement la part des animaux. Mais là aussi, il y a peut-être quelques éléments des réflexions qui seront présentés par Noélia à la suite. Et sur l'élevage, sur les fumiers conventionnels, oui, on est conscient, bien évidemment. Juste pour rappel, il y a des études qui ont montré quand même, alors c'est un peu moins vrai pour l'azote, mais surtout pour les phosphores, qui quand même aujourd'hui, les fermes bio, au moins en France, ils importent de façon directe ou indirecte à peu près 70% de phosphore des fermes conventionnelles. Et du coup, vis-à-vis de ces mécanismes-là, on ne s'est pas interdit de faire un scénario qui simulait aussi la présence des fumiers conventionnels. Mais on sait bien que, je pense, à terme, on voit que des politiques qui sont de plus en plus aussi restrictives dans ce sens-là. Et du coup, ça s'est posé la question. Ouais. Juste pour, je ne sais pas si c'est hyper évident pour tout le monde, mais un effluent conventionnel, l'azote et le phosphore qu'il contient, potentiellement, ça vient de ce que l'animal a mangé. Donc, si la plante est fertilisée avec des engrais de synthèse, in fine, l'agriculture bio utilise des engrais de synthèse indirectement en utilisant les effluents conventionnels. Voilà, c'était juste pour... Y a-t-il une dernière question? Ou est-ce que... Non, ça va. On va pouvoir enchaîner du coup. Merci à tous les trois. C'était vraiment passionnant. Je pense que ça va stimuler la réflexion toute la journée.